je m'appelle Christophe Pascal. Je suis un communicant. Je pratique la communication. J'enseigne la communication. Je communique. Je ne sais pas si c'est un travail. Je ne sais pas si c'est un métier. Moi, je parlerais plutôt, au lieu de parler de travail, je parlerais plutôt de projet. Je parlerais plutôt d'engagement. Alors, j'ai un parcours qui m'a amené à la communication, qui est un parcours un petit peu atypique. Je vais parler un petit peu de mes origines. Peut-être qu'il y a quelque chose qui explique le fait que j'ai du mal à concevoir, préciser cette notion de qu'est-ce qu'un travail, qu'est-ce que travailler, qu'est-ce qu'un métier, vu que j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie et que je continue. Je dis la communication, ça regroupe les différents métiers que je fais aujourd'hui et je vais en parler, mais mes origines sont que moi, je viens pas d'une région, je viens pas d'un département où je suis attaché à un territoire. Je viens de l'Île-de-France et je viens de banlieues nouvelles qui se sont créées dans les années 70. C'était des champs de betteraves et qui tout à coup ont poussé. 50 ans en Yvelines, Trappes, où il n'y avait rien. Et tout à coup, il y a des bâtiments qui se créent. Donc il n'y a pas vraiment de folklore, de culture, il n'y a pas de territoire, il n'y a pas d'ancrage. Je ne peux pas dire j'ai un souvenir d'enfance en Ariège, en Ardèche, dans le Béarn, que sais-je, avec des odeurs, avec un patrimoine. C'était neutre. Il n'y avait pas grand-chose. Il fallait tout inventer soi-même, tout construire soi-même. La seule chose, c'est qu'on avait la capitale qui n'était pas loin. Il y avait après une autre capitale historique qui était Versailles, c'était dans les Yvelines, mais il n'y avait pas d'ancrage. Je n'ai pas le souvenir de ça. L'autre chose, et ça explique peut-être ma difficulté à préciser une case, un tiroir, un métier, un travail précis, on m'a raconté une histoire qui est que mon arrière-grand-père, dans la région de Chartres, en fait, il aurait été retrouvé bébé, mon arrière-grand-père, sur les marches d'une église dans une petite caisse à chaussures, le jour de la Saint-Pascal. Et c'est pour ça que je m'appelle Christophe Pascal. Voilà, donc on m'a dit que c'était une tradition des gens du voyage, je crois, où il y a cette notion, voilà, qui... on ne sait pas trop d'où on vient, on voyage, on évolue d'un univers à l'autre. Et donc je me suis construit quelque part, moi-même, sans vraiment avoir de socle ou de repère, j'allais dire, sauf un qui était la musique. Moi, je viens de la musique, avant la communication. Mes parents m'ont mis au conservatoire quand j'avais 10-11 ans. J'étais percussionniste. Donc c'était quelque chose de très tribal, primitif, premier. Les percussions, c'est faire des rythmes, s'exprimer en tapant sur tout et rien. Et après, ça se travaille, c'est une pratique, c'est une discipline. C'est quelque chose qui m'a après accompagné toute ma vie, cette notion de discipline. J'étais donc dans un conservatoire qui était un conservatoire national de région, à Versailles. Et en fait, c'est travailler du solfège, travailler des instruments de percussion classiques, qui sont des vibraphones, des caisses claires, des triangles, des tambourins, etc. Et j'ai le souvenir de, j'allais dire, travailler tous les jours, de la discipline, 3-4 heures par jour, de la caisse claire pour avoir un roulement parfait, c'est très militaire, hein. On a les baguettes au poignet, droite-droite, gauche-gauche, pour avoir le roulement parfait, ça demande des années. Donc ça veut dire qu'on travaille même sur ce qu'on appelle un tampon, qui est une caisse claire qui n'a pas de sonorité, en fait, pour ne pas faire de bruit, parce que sinon les parents deviennent fous et les voisins aussi. On travaille le jour de Noël, le jour de son anniversaire, tout le temps. Il y a une espèce de discipline qui se met en place. Donc j'ai fait du classique. J'ai après bifurqué vers l'âge de 16-17 ans vers la musique dite populaire. J'ai fait un petit peu de musique contemporaine, mais j'ai été assez rapidement vers les clubs de jazz, ce qu'on appelle la variété. Donc je suis devenu pendant des années, après je suis parti là-dedans, j'ai abandonné le classique, ce qu'on appelait musicien de studio. C'était une époque où l'industrie de la musique est différente d'aujourd'hui. En fait, être musicien de studio, on appelait ça un requin de studio à l'époque, hein. C'était effectivement d'être appelé pour jouer dans un studio d'enregistrement.
On ne savait même des fois pas avec quel artiste on jouait. On venait, on faisait une séance de 3 heures et on accompagnait des chanteurs sur des disques. Alors c'est bien évidemment aussi des tournées, des concerts, des chansons, des réalisations de disques, des arrangements, des musiques de pub. J'ai été donc à composer, voilà, donc musicien percussionniste, composer aussi au piano, faire des arrangements, etc. Et j'étais parti dans ce domaine. Être musicien, il y a une vraie notion de corporatisme. C'est-à-dire que les musiciens ne parlent que de musique, se regardent tous jouer. Donc moi, j'ai fait beaucoup de jazz, beaucoup de clubs de jazz, où là, dans l'univers du jazz, il y a quelque chose d'assez fraternel, j'allais dire, même si c'est des métiers quand même indépendants, hein, où en fait, les gens se regardent jouer, s'admirent, il y a une espèce de challenge de l'un à l'autre. Pour moi, les musiciens de jazz sont les musiciens qui sont les plus cultivés, qui sont les plus ouverts, qui s'intéressent le plus à plein de domaines, à la différence de la musique dite de variété, pop, rock, voilà. Donc moi, j'ai joué pour des chanteurs connus, pas connus. J'ai effectivement vécu un petit peu les belles années, les folles années de l'industrie du disque avant que ça s'effondre économiquement. C'est une vie particulière, parce que quand on est dans un studio d'enregistrement, c'est un peu comme une cocotte minute. On peut rester pendant 24 heures, 48 heures, où là, c'est exactement la même sensation que d'être sur scène en tournée ou quand on est comédien, j'imagine, c'est effectivement tout à coup des rencontres qui sont très fortes sur le plan émotionnel, qui sont très fortes sur le plan affectif et qui, du jour au lendemain, dans la seconde, s'effondrent dès qu'on quitte le studio. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'autre dimension qui se crée, où là, il y a un rapport fraternel très fort avec la magie de la musique, mais bon, j'imagine c'est pareil au théâtre quand on est comédien, et qui fait qu'après, ça devient des souvenirs, ça devient comme un rêve, ça devient une espèce d'imprégnation forte sur le plan sensitif, émotionnel. J'ai essayé de faire mon métier le mieux possible, d'être le plus affûté possible, d'essayer de pratiquer mon instrument le mieux possible pour connaître plein d'émotions, plein de sensations. Il y a une notion dans le travail dont je voudrais parler, qui est quand même une notion pour moi, qui est une notion de solitude, qui est en même temps qu'on peut travailler avec des gens, mais quand on est en studio d'enregistrement, quand on a le casque sur soi et que les autres sont de l'autre côté de la cabine, on est seul avec son instrument, on est dans sa bulle. Voilà. Donc effectivement, le partage qu'on peut avoir à la machine à café entre quelques prises, quelques des re-recordings comme on dit en studio, reste un épiphénomène, ça reste quelque chose qui ne représente pas pour moi cette notion quand même d'être, comme on le fait quand on enregistre, en fait, seul, quelque part, avec le casque, dans sa bulle, avec son instrument, comme si on était chez soi en train de jouer. Et là, on doit fermer les yeux, on doit se mobiliser intérieurement pour faire sortir ce qu'on a à dire. Voilà, parce qu'un vrai musicien, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire dans le ventre, qui a une matière. C'est comme dans tout, hein, toute pratique artistique, un comédien, un musicien. Ce qui compte, c'est sa nourriture intérieure, sa culture. Plus on se cultive, plus on travaille sa vie intérieure, plus, bien évidemment, on peut sortir des choses avec son instrument. Il y a même cette phrase qui m'a toujours marqué, qui était une phrase de Miles Davis, qui disait « Pour bien jouer de la trompette, il faut apprendre la guitare ». Et aussi, cette autre phrase qui m'avait vraiment marqué, moi en plus je viens donc de la percussion, qui est ce qui est le plus important dans la musique, ce sont les silences. Voilà. Et c'est le fait toujours d'essayer d'atteindre la note parfaite, la note habitée, la note pleine. Je repense encore à Miles. Sur scène, on le voyait très bien les dernières années de sa vie en concert. Il était avec des musiciens new-yorkais qui étaient très considérés, etc. Il était le dos tourné aux spectateurs. Et il ne jouait pas. Derrière, ça jouait très très bien. Et à un moment donné, il faisait une note. Et là, tout le monde s'alignait sur lui. C'était comme un chef d'orchestre, une note. Où là, la note était pleine, la note était habitée, une autorité. Avec beaucoup de silence avant et après. C'est cette notion-là qui m'a après poursuivi dans mon travail, même aujourd'hui, sauf que c'est un autre outil, c'est la communication, c'est dans la parole, dans l'écrit, dans l'art du pitch, j'allais dire, dans le mot juste. Essayer d'atteindre une précision et en même temps que tout acte de communication, tout ce qui sort de moi soit le plus plein, habité possible.
Donc, la musique, les musiciens sont des gens qui sont à parler souvent tout le temps de musique, de musique, de musique. Et moi, en fait, depuis l'âge de 20 ans, j'ai été passionné de peinture. Je viens d'un milieu où mon père était ouvrier, ma mère ne travaillait pas. Et en fait, je viens d'un milieu social modeste. Il n'y avait pas de culture chez moi. Voilà. Il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de pièces de théâtre, on n'allait pas voir ça, on était dans une culture. Il y avait pas de peinture, on ne savait pas ce que c'était, etc. Et un jour, j'ai eu un choc, et d'ailleurs j'ai lu une fois dans un livre, ça m'a fait drôle parce que j'aime énormément Léo Ferré, et j'ai lu que Léo Ferré avait eu cette expérience, ça m'a fait sourire, de me dire à moi, petit niveau, j'ai le même choc, c'est devant le champ de blé au corbeau de Van Gogh, au musée Van Gogh, où Ferré avait vu ce tableau, et il a eu un choc absolument terrible. Et j'ai eu le même. Et là, j'ai vraiment vu une apparition. Ça a été un électrochoc absolument incroyable. Je ne savais pas ce qu'était la peinture et j'ai vu ce tableau avec ses bleus cobalt, ses noirs. Et ça a été une véritable révélation. Voilà. Donc ça doit correspondre à quelque chose dans ma vie à un moment donné, sur de la mélancolie, sur un passage, une ouverture, un chemin. Parce que le champ de blé, c'est ça. Et là, en fait, je me suis jeté dans la peinture de manière absolument obsessionnelle, passionnelle, où j'ai été 3 à 4 fois par semaine au Louvre, au musée d'Orsay, à manger de la peinture, à m'intéresser à tout, à lire, à être... C'était une frénésie, ça a été un appel extrêmement fort. Ce qui veut dire que j'ai eu envie de composer, quand j'avais 23-24 ans, des musiques sur des tableaux, comme je faisais déjà des musiques de films, ou des musiques de pub, ou des chansons. Et des musiques sur des tableaux. Et j'ai eu la chance de voir le projet exister sous la forme, à l'époque on est en 91-92, de produits qui s'appelaient des CD-ROM, qui étaient des produits multimédia. Et c'est devenu une collection de CD-ROM qui s'est faite avec la réunion des musées nationaux, avec le ministère de la Culture qui a donné une très belle subvention. Et c'était la première fois qu'on avait un CD-ROM, je crois, sur la peinture. C'est une collection qui s'appelait Nymphéas, où j'avais fait des musiques sur des tableaux de Claude Monet, des tableaux de Van Gogh, etc. Collection de CD-ROM sur la peinture. Donc j'ai continué la musique, mais je suis rentré dans le multimédia. Donc j'ai fait d'autres CD-ROM, notamment une collection sur les mythes et les légendes, où là j'ai commencé à faire des tournages avec des comédiens sur des fonds verts, c'est-à-dire que c'était un CD-ROM sur les mythes et les légendes, avec des décors en images de synthèse 3D, et des comédiens qui étaient incrustés. C'était les premières fois qu'on faisait ça, donc je continuais mon métier de musicien. J'ai eu 2 voies, 2 chemins qui se sont ouverts en parallèle, la vie de musicien que je continuais, et une voie vers le multimédia. Donc j'ai commencé à réaliser des séquences filmiques pour ces CD-ROM, j'ai continué. Après, j'ai toujours dans l'engouement de la peinture, j'ai fait un film en relief sur Van Gogh qui est passé à Auvers-sur-Oise, ce qui fait que j'ai fait après un court-métrage qui a eu un prix au CNC, qui était un film en relief, un court-métrage. Je continuais à être musicien, mais j'avais une autre voie qui s'ouvrait vers la réalisation, vers... voilà. Et puis, à un moment donné, je ne pouvais plus tout faire. Donc, j'ai arrêté la musique. C'est un vrai choix. Et j'ai décidé d'aller vers la réalisation, vers la mise en scène, vers la scénographie. Alors, j'ai toujours voulu avoir plusieurs vies. J'ai toujours voulu avoir plusieurs vies. Et je ne sais pas quelle sera ma vie demain. Je ne sais pas quel est mon métier aujourd'hui. Je dis que je suis communicant. Je vais continuer mon explication. Mais j'ai toujours voulu avoir plein de sensations, me confronter à plein de choses. Et l'arrêt de la musique a correspondu aussi avec une difficulté au niveau de l'industrie de la musique, où le système économique a explosé, comme on le sait, avec Internet, avec la chute des ventes de disques. Et moi, j'en avais assez de faire ça, de faire ce métier qui devenait répétitif, parce qu'en France, en fait, on joue plus avec des artistes que je ne vais pas citer qu'avec Stevie Wonder, donc c'est moins intéressant quand on est percussionniste. Et même en jazz, si le jazz reste pour moi le domaine le plus intéressant musicalement, le plus riche, et j'ai décidé d'arrêter la musique. Et en fait, vu que j'avais fait des films en relief, des parcs à thème m'ont appelé pour faire des projets, le Futuroscope de Poitiers,
un groupe qui s'appelle Grévin et compagnie qui m'a appelé pour faire des projets pour des aquariums, pour différents parcs, qui étaient ce que j'appelle des usines à gaz, où en fait je concevais, je réalisais des animations multisensorielles avec du relief ou non, des nouvelles technologies, des décors, enfin voilà. C'est le genre d'animation où ça passe toutes les heures, c'est de l'entertainment des parcs à thème. Je suis donc devenu scénographe. Après, qui dit être scénographe dans des parcs à thème, on est appelé pour faire de la muséographie. Donc j'ai fait des scénographies muséographiques pour des musées, et notamment un projet que j'ai fait pour le gouvernement du Canada, même s'il avait lieu en France, il se faisait aussi avec le Conseil général de la Charente-Maritime, qui était la maison Champlain, Samuel Champlain qui a découvert Québec au XVIIe, et à Brouage, à côté de La Rochelle, un musée Champlain, en sachant que Champlain, il fallait faire un musée où il n'y avait pas d'éléments de la vie de Champlain, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas d'éléments de déco, d'accessoires, il fallait tout créer. Donc j'ai conçu un projet de musée multisensoriel, qui était un concept assez novateur pour l'époque, qui était en fait de créer un espace qui se transformait en son, en odeur, en lumière, en projection, toutes les 10 minutes. On se retrouvait dans une forêt au XVIIe siècle au Canada. 10 minutes après, on était sur un port à La Rochelle, etc. Comme un spectacle. Alors ça traduit quelque chose qui est très important pour moi, qui a toujours été de créer des formats nouveaux, innovants, d'essayer de faire avancer les choses, c'est-à-dire d'essayer de créer des modèles qui aient une originalité, qui ne soient pas des copier-coller, avec toute la prétention, j'allais dire, l'ambition, le fait de ne pas du tout être certain de pouvoir y arriver. Et c'est en ce sens que je m'estime pas avoir été en même temps scénographe en tant que tel, c'est-à-dire que j'essayais d'aborder la scénographie avec une ambition sur la forme. C'était plus d'essayer de créer des projets novateurs, originaux, comme je le disais, inédits sur la mise en scène, sur les formats, que de vraiment faire un métier, un travail classique de scénographe. Donc ce projet a eu un joli retentissement qui a fait que des agences qu'on appelle d'événementiel m'ont contacté pour faire des projets dans l'événementiel. L'événementiel, qu'est-ce que c'est ? C'est un domaine de la communication. C'est l'événementiel, réunir un public à un moment T pour lui faire passer un message. Ce sont des marques qui vont réunir ou des journalistes ou le grand public ou du corporate, des gens dans une entreprise pour faire un show, une convention, une présentation produit, réunir un public. C'est de la pub en live, l'événementiel. C'est de la scénographie. On immerge les gens dans un univers, dans un décorum pour leur faire passer un message. C'est un produit de com. Bon. Donc je suis parti là-dedans et j'ai monté mon agence de scénographie événementielle qui aujourd'hui a 10 ans, qui s'appelait la Scéno, qui s'appelle aujourd'hui Scénographique, et double casquette, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec mes associés aussi bien pour des agences de communication et des agences d'événementiel que pour des annonceurs où on faisait les événements et on continue de A à Z. Voilà. Le fait d'avoir fait cette agence fait que, pareil, ne me contentant pas de ça, voulant toujours créer des formes nouvelles, faire d'autres choses, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de livre sur la communication événementielle et l'événementiel. Donc en fait, j'ai écrit mon premier livre sur l'événementiel qui s'appelait Just Waouh, qui est sorti il y a 4 ans. Just Waouh, qui est un terme technique, un terme de l'événementiel, un terme de communicant. Ça semble fou, mais dans le travail, vous avez des annonceurs qui vous disent on veut un projet Waouh ou Just Waouh. C'est un terme aujourd'hui, c'est tout le monde de la communication avec... voilà, ça c'est... D'ailleurs, j'en parle dans le livre. Il y a des choses... C'est un bêtisier, en même temps, c'est un mode d'emploi de l'événementiel qui a très bien marché. Just Waouh, welcome dans le monde déjanté de l'événementiel, où les gens sont sur une autre planète souvent. Ils sont dans des mécaniques de stress, de névrose. Il y a plein d'anecdotes qui sont très très drôles, qui d'ailleurs sont dans le livre, où des fois on vous appelle de manière très sérieuse, des gens très importants, des directeurs de communication, de marketing, qui vous disent « on veut que ce projet ne soit pas glamour ni glams, on veut qu'il soit glammy ». Voilà, donc il faut rentrer dans ce verbiage qui est quand même un petit peu particulier. Hein. Donc j'ai fait ce livre. Ce livre a fait que des écoles de communication m'ont contacté pour donner des cours d'événementiel.
Et donc aujourd'hui, je suis directeur de master dans le groupe INSEC. Le groupe INSEC, c'est 15 000 étudiants. Directeur du master événementiel, et je suis aussi directeur du master événementiel dans une école du groupe INSEC qui s'appelle Sub de Pub, qui fêtera ses 30 ans à la fin de l'année. Donc j'ai réuni une vingtaine de professeurs, de gens qui sont des acteurs du métier, et on transmet, on enseigne la communication événementielle, qui change tous les jours, à des étudiants qui ont entre 22 et 28 ans. Donc, encore pour moi, un nouveau métier que j'ai appris sur le tard, la communication événementielle. Et aujourd'hui, mon métier évolue, parce que la communication évolue. C'est pour ça que je ne sais pas quel est mon travail. En fait, à nouveau, je ne sais pas ce que je ferai demain, comme je le disais. Là, je continue mon travail éditorial. J'ai un livre qui sort chez un éditeur au mois de septembre 2016, Nouveau débat public, qui est un livre avec quelqu'un qui s'appelle Nicolas Boudot, qui est directeur associé du cabinet Tilder, qui est un cabinet de communication de crise, qui est un livre pour les jeunes générations. Justement, l'idée a été de se dire, par rapport à ces étudiants, on leur apprend une technicité de communicant, qui peut être du digital, de l'événementiel, qui peut être autre chose. Ce qui compte le plus, ce n'est pas ça. Ce qui compte le plus pour moi dans la notion d'enseignant aujourd'hui, c'est la notion d'engagement, c'est la notion de faire ressortir, révéler, réveiller les talents de ces jeunes étudiants dans la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe qui peut apprendre la technicité d'un métier. Ce qui est le plus important, c'est l'implication. Ce qui est le plus important, et ça va être le sujet de ce livre qui sort, c'est effectivement un mode d'emploi pour dire aux jeunes d'aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est de se réunir. Nous, on a besoin de ça, chefs d'entreprise. Et vous avez besoin de ça aussi, jeunes actifs, pour trouver sens, trouver place dans la société d'aujourd'hui. C'est le fait qu'on se réunisse sur des règles, des valeurs, qui sont un engagement qui dépasse simplement, qui est bien au-delà de la technicité d'un métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup au niveau de jeunes générations, dans le domaine du travail, de toutes ces générations digitales natives, des générations X, Y, Z, etc. Voilà. Pour moi, le sujet est bien au-delà de ça. Ça, pour moi, c'est des effets de mode, c'est des effets de termes. Ce qui compte, c'est certes monter sa start-up, c'est super et c'est très bien. Certes, s'inscrire dans le monde du digital avec tout ce que amène Internet, c'est extraordinaire, pas de remise en question du tout là-dessus. Mais ce qui compte le plus, c'est de se mobiliser. Travailler, c'est se mobiliser. C'est justement arriver dans une technicité, dans un domaine, à pouvoir appréhender un certain nombre de valeurs, de concepts qui sont un ancrage, c'est-à-dire regarder ce qui s'est fait avant, un ancrage culturel, la pratique de la langue, essayer une incarnation, essayer de se rassembler, comme je le disais, qui est une notion très importante pour moi. Qu'est-ce qu'on apporte de plus dans cette société, comme l'engagement citoyen, engagement culturel, engagement personnel, le développement de soi, parce que le problème qu'on voit souvent, c'est qu'on voit des générations d'étudiants qui sont souvent aujourd'hui dans une autonomie très restreinte de captation des choses, où ils ont une difficulté pour rester plus de 10-20 secondes sans toucher leur ordinateur ou leur téléphone. Au lieu de se poser, il n'y a pas de mobilisation intérieure. Il y a beaucoup d'angoisse pour eux, ce qui est compréhensible, hein, vu l'époque dans laquelle on vit, qui est très difficile, d'un point de vue économique, d'un point de vue sociétal, avec toutes ces horreurs. Mais il y a cette notion première, je dirais, qui est que pour avoir un travail, la nécessité serait pour eux, j'allais dire, de poser leur guide, leur mode d'emploi, de poser leur téléphone, de poser leur ordinateur, et soi-même de se dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment je peux me mobiliser pleinement pour ce travail, quelle est ma vision, voilà. Et c'est une notion qui me semble absolument essentielle pour aujourd'hui prendre place, avoir un travail, et pouvoir s'épanouir dedans et s'épanouir dans sa vie propre, dans sa vie personnelle.